Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour cet exposé, Sarah. Effectivement, tu as parfaitement raison, le drame qu'on a vu dans la vidéo, qu'on voit à travers de la fistule, qui ne permet pas de cicatriser, en revanche, c'est celui qui va sauver le patient. Donc ça, il faut comprendre. Donc, juste pour commencer, alors, je vais rapidement passer, j'ai mis donc, la chirurgie bariatrique, c'est pas que il y a beaucoup d'interventions, notamment recommandées par HAS. Donc là-dedans, on va retrouver l'anogastrique, la sleeve gastrectomie, le bypass Y, le switch duodénal, et puis récemment, il y a d'autres interventions qui commencent à arriver, notamment le bypass oméga, le bypass duodéno-iliaque, ce qu'on appelle SADI. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai choisi deux interventions les plus pratiquées en France, c'est la sleeve gastrectomie et le bypass Y. Donc vous avez bien compris ce que c'est une sleeve gastrectomie, c'est une intervention qui est assez simple. On va retirer 2/3 de l'estomac en sleeve, ça veut dire une gastrectomie longitudinale calibrée, donc on va mettre un tube de calibration. Et parmi les complications qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est la fistule, l'hémorragie, la sténose médio-gastrique et le reflux gastro-œsophagien d'une intervention. Alors, la mortalité, donc pour commencer, la mortalité se situe entre 0,1 et 0,2%. Donc ça, c'est une étude de Lille l'année dernière sur une cohorte de plus de 120 000 malades. Alors, sur la fistule, on a bien dit, c'est 2%. Localisation, pour 90%, c'est le tiers supérieur. Mais ça arrive de temps en temps, on va avoir une fistule plus bas. Il y a 10 jours, on en a une comme ça. On a récupéré. L'étiologie, c'est très bien, c'est l'hyperpression suite à une sténose ou un hématome. Alors, sur le plan clinique, c'est là que les choses assez importantes de connaître, c'est la fistule de sleeve gastrectomie. C'est une fistule qui est plutôt tardive et survient pas avant J4, J5. Les patients sont chez eux, ils appellent en disant docteur, je fais de la fièvre. Et donc là, il faut faire venir rapidement le patient. Et si le patient a une tachycardie, une polypnée qui sont présents de façon systématique, alors que cliniquement, ils vont à peu près bien, ils ont pas mal au ventre, il faut rapidement réaliser un scanner. Et sur le scanner, on voit parfaitement, donc, avec l'opacification, l'extériorisation, une produit de contraste. Alors je vais attirer, ce sont les mêmes chiffres, on est à peu près dans la corrélation, 4% de mortalité chez les patients qui vont développer cette complication. Alors, la prise en charge, donc ça c'est le schéma, c'est le conférence de consensus. Tout dépend de l'état du patient à l'arrivée à l'hôpital. Si le patient est en état de choc, la question ne se pose même pas. Il va directement au bloc opératoire, traitement chirurgical à l'urgence. Donc, il faut privilégier la célioscopie. On lave, on draine, on essaie de suturer quand c'est possible, surtout si c'est le patient J3, J4. Et puis, si le patient est stable, on va sélectionner les patients. Donc, si on a une fistule dite aiguë, donc inférieure à une semaine d'apparition, dans ce cas, on va le basculer dans le bras chirurgical, donc on va le reprendre en bloc pour laver, drainer. En revanche, à partir du moment où les patients ont une fistule dite précoce entre 1 et 6 semaines, entre 6 et 12 fistules tardives, donc ils vont aller directement vers le traitement endoscopique. Alors pourquoi le traitement chirurgical chez les patients avec fistule aiguë, même s'ils sont stables, parce que parfois on arrive à faire cicatriser, à faire guérir les patients juste avec une réintervention. Alors le traitement endoscopique, effectivement, actuellement c'est des droits en queue de cochon. Au début c'était les endoprothèses, ça ne fonctionnait pas, il y avait trop de complications. J'ai perdu un jour un patient sur table sur une fistule aorto-œsophagienne suite à une endoprothèse. 26 ans, donc c'était il y a quelques années. Donc là, les pratiques ont évolué vers une prise en charge par les queues de cochon. Nous, on est content, effectivement, ça marche plutôt bien. Ça permet de quand même obtenir une guérison entre 60 et 90% du cas. Et puis, il y a quand même quelques patients qui vont développer des fistules dites complexes, donc on les resoigne, ils ont déjà des fistules bronchiques, gastro-pleurales, gastro-péricardiques, ainsi de suite. Donc tous ces patients, on aura du mal à traiter avec l'endoscopie et puis ils vont finir avec une gastrectomie totale, avec une anastomose pseudo-jejunale ou une intervention dite de Balthazar.
c'est une opération qui est plutôt à la mode maintenant depuis quelques années. On va faire une anastomose entre la fistule et une anse montée, un Y. Alors ça, c'est la série du service. Depuis 8 ans, 92 patients qui ont été pris en charge pour une fistule. Réintervention d'urgence chez 78 patients, 4% de mortalité. Il y a 9% de guérison après la chirurgie, donc juste intervention, drainage, suture, et puis cicatrisation. Et puis les 80 malades sont allés vers l'intervention, enfin vers le traitement endoscopique. On a 3% de perdu de vue. Alors, probablement soit ils sont décédés, soit ils sont guéris puisqu'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Guérison chez 60% des patients, et il y a 30 patients avec des fistules dites complexes qui sont allés vers le traitement chirurgical. Finalement, 29 sont guéris, et il y a un patient qui a récidivé sa fistule avec un Balthazar, après un Balthazar. Donc on est à 3 mois. On sait, pour l'instant, on ne sait pas, il y a une ordre de prothèse. On a posé une ordre de prothèse, on ne sait pas quoi faire. Alors, donc, pour finir avec la fistule après cette gastrectomie, si le patient ne décède pas dans sa phase aiguë, tôt ou tard, il sera guéri de sa fistule. Alors, l'hémorragie, bon, ça reste une complication très chirurgicale, ça peut saigner à l'intérieur du tube ou à l'extérieur. On peut essayer la prévention, c'est soit une matrice, soit un surjet statique. Le traitement, ça reste un traitement, une réintervention en urgence, il faut reprendre le malade au bloc. Alors la sténose, entre 0,5 et 2%, localisation c'est toujours au même endroit, c'est l'angulus. Alors clairement c'est un défaut technique, moi je suis chirurgien, je l'avoue. C'est que le premier coup d'agrafage a été mal positionné. Le traitement endoscopique, alors nos endoscopistes en général d'emblée disent que ça ne va pas marcher. On veut bien tenter, mais ça ne marche pas très bien, il faut le convertir. Donc en réalité, 90% de malades finissent avec une conversion bypass en Y. Alors le reflux gastro-œsophagien, c'est une complication de plus en plus fréquente. Alors juste si vous ne connaissez pas les chiffres, par an en France, on fait entre 30 et 35 000 gastrectomies, pour avoir une idée. 35 000 malades, l'incidence dans les études récentes entre 30 et 60%, le reflux de novo, pathogénèse probablement c'est la suppression de l'angle de vis. Alors ça c'est une étude de Jérémy Tellereau qui avait publié dans le BGS il y a quelques années, qui avait réalisé le pH métrie chez les patients avant et à 6 mois après la gastrectomie. Donc en fait chez les patients avec une pH métrie normale avant, 60% avec une pH métrie pathologique à 6 mois. Le traitement médicamenteux en première intention, et puis si on n'y arrive pas, on va convertir le patient en bypass. Alors, la deuxième opération donc, recommandée par HS, c'est bypass en Y. Dans les complications, il y a fistule, hémorragie, occlusion, et puis plus rarement, dans la phase précoce, c'est ulcère et rhabdomyolyse. Donc je vais parler juste des fistules, hémorragie et occlusion. La mortalité elle est similaire après sleeve gastrectomie. Les facteurs de risque prédictifs, c'est le sexe masculin, âge plus de 50 ans, donc insuffisance rénale cardiaque préexistante, IMC supérieur à 50, et surtout le faible volume des patients opérés par centre. Donc, on parle de 1% de fistule en moyenne. Clairement, la courbe d'apprentissage est pour quelque chose. Dans la majorité des cas, cette fistule est située au niveau de l'anastomose gastro-jejunale. Il s'agit d'un problème technique. Le patient, à la différence avec la sleeve gastrectomie, il sort du bloc opératoire avec sa fistule. Alors, sur le plan clinique, les malades agiens, ils vont bien. Ils n'ont pas mal au ventre, mais en fait, ils sont en péritonite. Et il y a deux signes qui sont présents de façon constante, c'est la tachycardie et la polypnée. Alors la probabilité d'avoir une fistule sur une anastomose gastro-jejunale, donc elle est supérieure à 70% si vous avez une fréquence cardiaque agien supérieure à 130. Donc il faut réaliser rapidement un scanner si c'est possible, diagnostic différentiel en embolie pulmonaire ou une pneumopathie. En revanche, s'il y a un moindre doute, il faut reprendre le malade directement au bloc opératoire. Le retard de la prise en charge,
Si on reprend le malade à J1 et on trouve une fistule, on lave, on suture, ça se passe bien, le malade va remonter après la syndérée dans le service. La reprise à J2, il va partir en réanimation, drap, pneumatie, et il est parti sur 2 semaines derrière. Alors, donc l'intervention très rapide, il faut privilégier la celluloscopie, il faut vraiment convertir dans une situation extrême. Et puis en fonction, donc il faut agir en fonction de ce qu'on va constater. Si c'est l'anastomose gastro-jejunale, il faut suturer, drainer, poser une sonde d'alimentation. Si c'est l'anastomose pied de lance, il faut refaire l'anastomose. Alors, pour les hémorragies, donc ça peut saigner pareil, donc sur la ligne d'agrafe à l'extérieur, en hémopéritoine, ou dans le tube au niveau de l'anastomose, gastro-jejunale ou pied de lance. Alors, gastro-jejunale, on va avoir un hématémèse, mais les nerfs souvent présents dans le sément au niveau de l'anastomose pied de lance. Il faut reprendre le malade. Alors, le traitement endoscopique, parfois, on peut tenter, si c'est à J4, J5, c'est déjà arrivé, mais bon, il y a quand même, c'est risqué. Donc, il faut reprendre le malade au bloc opératoire. Et puis, les occlusions. Alors, le taux entre 1 et 2% en général. Il y a 2 sites où ça peut arriver, c'est l'anastomose au pied de lance, c'est la sténose ou kinking, ou une hernie interne. Alors, il y a 3 brèches, c'est la brèche mésentérique, espace de Petersen, transmise acolique. Si on ne les ferme pas, et ben en fait, on a des soucis. L'occlusion au niveau du pied de lance, il s'agit clairement d'une faute technique, où l'anastomose est trop sténosée, où les anses ont été mal adossées. Alors, sur le plan clinique, c'est là où se trouve le piège, c'est que le patient il va bien, il ne vomit pas, il a son transit intestinal, mais le problème c'est qu'en fait, c'est l'anse biliaire qui est occlue, et donc là, vous allez avoir une dilatation de l'estomac exclu, et J3 et J4, une perforation gastrique avec une péritonite gravissime. Donc le patient, il va bien, un chirurgien standard qui ne fait pas de la bariatrique, il va passer à côté de ces 100% de cette complication. Chirurgien bariatrique expérimenté, il va comprendre que le malade, il ne va pas comme d'habitude. Et quand il ne va pas comme d'habitude, c'est scanner directement. Donc si on constate ça, il faut réintervenir en urgence pour refaire l'anastomose. Et puis les hernies internes, donc ça c'est une étude publiée il y a 3 ans dans Lancet, on essaie à randomiser comparant 1200 malades par bras, fermeture versus pas de fermeture de brèche, donc les courbes sont assez parlantes. À 4 ans, de façon cumulative, on a 10% de réintervention pour une hernie interne étranglée versus 2% lorsque les brèches étaient fermées. Donc il faut fermer les brèches. Et puis pour finir, les complications donc, immédiates après la chirurgie bariatrique sont dominées, vous avez compris, par les risques de fistules et d'hémorragie. La morbidité, globalement, elle reste plutôt faible, mais elle est redoutable, compte tenu de la mortalité observée qui frôle parfois 4-5% dans certaines complications. Il y a 2 signes qui sont toujours présents, c'est tachycardie et polypnée. Sinon, le malade va bien agir. Et il ne faut jamais se contenter de ce diagnostic d'embolie pulmonaire. On dit ouais, il a une EP. En fait, en réalité, il a une péritonite. Et en fait, c'est une EP qui s'est rajoutée dessus. Et donc, pratiquer une celluloscopie exploratrice au moindre but. Merci beaucoup de votre attention.